Voilà, on va recevoir maintenant notre nouvel invité donc on aura le plaisir d'accueillir sur le congrès cet été. Il s'agit de Bertrand Méheux, que je salue. Bonsoir Bertrand, comment allez-vous? Merci de nous rejoindre sur ce live. Alors, je vais vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas. Alors, vous êtes un auteur du sujet OVNI, et vous avez d'ailleurs publié plusieurs ouvrages à l'époque, et qui étaient, on va le dire, un petit peu à contre-courant des ouvrages qu'on avait l'habitude de lire, par exemple tels que ceux de Jimmy Gueux. Vous avez exploré dans ces ouvrages les interactions entre les croyances populaires, les récits mythologiques, mais aussi les perceptions modernes de ces objets volants non identifiés. Alors Bertrand, vous avez aussi principalement, on va le dire, orienté vos sujets d'études sur la manière dont ces phénomènes ont pu être interprétés à travers l'histoire, comment ils ont pu influencer à la fois les légendes traditionnelles et les narrations contemporaines de science-fiction. Vous avez une approche qui est quand même assez analytique et très critique pour certains. Vous avez abordé le fait aussi que ces récits de rencontres extraterrestres ont évolué et se sont entrelacés avec notre compréhension culturelle et scientifique du monde. Alors la question que vous posez, et que vous poserez entre autres sur le congrès, c'est est-ce qu'il pourrait y avoir une seconde lecture justement de ces phénomènes de rencontres rapprochées qui pourraient ne pas être pris justement au premier degré, notamment par exemple du constat que vous faites relative à la précession de la science-fiction sur le phénomène des rencontres rapprochées, avec bien sûr le phénomène d'élusivité qui s'en manifeste parfois, comme si, on va dire, le phénomène, quoi qu'il soit, se serait inspiré ou alors mimerait parfois finalement les rêves ou les fantasmes de ceux qui leur ont donné corps à travers le cinéma comme la littérature. Donc quoi qu'il en soit, voilà, on va parler de ce sujet ce soir très, on va dire, succinctement, parce qu'on ne voudrait pas non plus trop spoiler les participants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire? Oui, en gros, oui. Ensuite, on va revenir là-dessus, je suppose. Oui, ouais. on reviendra là-dessus, bien sûr, tout à fait. Donc, moi je trouve ça intéressant. Alors, il y a 3 points qui vont être abordés sur le congrès de votre côté, c'est-à-dire cette précession de la science-fiction sur la réalité, ou du moins sur le phénomène des rencontres rapprochées. Et ça, on va expliquer un petit peu brièvement là pour nos spectateurs de quoi il en retourne. On parlera aussi de Renan, une figure du Moyen-Âge, si je ne dis pas de bêtises. Non, du 19e siècle. Du 19e siècle, pardon. C'est un auteur français, un philosophe historien du 19e siècle. Voilà, vous allez nous en dire un petit peu plus après. Et bien sûr, en 3e point sur le congrès, qui est très important, on abordera ensemble la question éthique à propos des enlèvements, de rencontres rapprochées, si bien sûr on peut établir un premier degré à ces manifestations. Voilà, je pense que j'ai assez bien résumé, on va dire, dans l'ensemble, nos échanges et les sujets dont il va être question. Alors justement, première question, pour introduire un peu le sujet de cette précession de la science-fiction, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, sans trop rentrer dans votre conférence, parce que je pense que les gens doivent se poser des questions justement sur ce fait. Précession, ça signifie que les récits de science-fiction relatifs aux extraterrestres sont pas venus après les ovnis, mais avant. Voilà. Il y a une précession, c'est-à-dire que ça vient avoir une précession de la science-fiction, de l'imaginaire, si vous voulez, sur la réalité présumée des observations. Alors, c'est un phénomène que j'ai observé, parce que quand je faisais mes études, j'étais passionné par 2 choses, la science-fiction et les ovnis. Et donc, comme je lisais beaucoup de science-fiction, et j'aimais beaucoup la vieille science-fiction en plus, celle des pulps américains, tout ça, vous voyez. Mais c'est cet imaginaire graphique et tout. Et j'ai remarqué assez vite que les récits de science-fiction ont anticipé l'imaginaire des ovnis, les formes des objets des ovnis, le physique des extraterrestres, les péripéties auxquelles leur intrusion dans l'espace humain donne lieu, notamment les enlèvements, etc., etc. Et ça m'a tellement étonné que ça a été le point de départ de mon premier livre, en fait, que j'ai d'ailleurs appelé Science-fiction et soucoupe volante. Oui, tout à fait. Alors, j'ai établi le fait très minutieusement, parce que je sentais qu'on allait me reprocher de projeter mon imagination sur le phénomène. Donc, en fait, j'ai étudié la science-fiction uniquement antérieure à mai 47. Vous comprenez pourquoi. En juin 47, les ovnis commencent.
Et donc, cette science-fiction, si vous voulez, c'est un phénomène qui n'est pas seulement américain, c'est français, anglais, d'abord en Europe, ensuite ça passe aux États-Unis. Et les écrivains science-fiction, donc, selon moi, ont mis en place l'imaginaire dans lequel les ovnis vont se glisser par la suite. Voilà. Donc, c'était la thèse que j'ai développée dans Science-fiction et soucoupe volante. Alors, quand j'ai fait ce bouquin qui est paru en 78, c'était mon premier livre, ça a fait un choc parce que il y avait dans le milieu soucoupique à l'époque une conviction bien établie, c'est que c'était tellement extraordinaire que ça ne pouvait pas avoir été inventé. Or, je les ai complètement pris à contre-pied. Alors, j'aurais pu tirer cette découverte dans le sens de la négation, en disant bah c'est un produit de l'imaginaire humain, c'est des fantasmes, etc. C'est pas du tout ce que j'ai fait. J'étais persuadé à l'époque, je le suis un peu moins, mais qu'il y avait quelque chose de réel là-dedans. Je le suis un peu moins, je veux dire, je suis plus prudent, mais j'admets toujours qu'il y a une dimension inexpliquée dans les phénomènes. Bien sûr, oui. Donc, je me trouvais avec une énigme très bizarre, c'est-à-dire un phénomène qui semble avoir surgi dans la littérature avant d'être observé dans la réalité. C'est ce que j'ai essayé de comprendre dans mon premier livre. Alors, c'est intéressant ce que vous mentionnez parce que moi, je ne suis pas un grand érudit de tous les cas de figure dans les rencontres rapprochées ou ovnis, mais bon, je connais un peu mes classiques et c'est vrai que on a par exemple à certaines époques dans le passé des manifestations d'êtres exogènes ou du moins qui ne sont pas humains, qui n'ont pas forcément encore l'allure des, on va dire, êtres type petit gris qui ont après, on va dire, été très présents dans le phénomène de rencontres rapprochées, puisque dès lors que les Hills ont commencé à en parler et que Whitley Strieber les ont décrits et que Whitley Strieber est rentré vraiment dans le fond du sujet avec d'autres à son époque, c'est vrai qu'après, on n'avait plus que ce type de profil de type exogène que des expérienceurs et des témoins observaient et voyaient. Donc, il y a une sorte, quelque part, assez étonnant que cela puisse paraître, une sorte d'adaptation, quelque part, aux références, on va dire, peut-être littéraires, cinématographiques. J'ai l'impression, parce qu'aujourd'hui, par exemple, si on prend le cas de Hopkinsville, avec ces petits êtres type lutin, avec des grandes oreilles, etc., qu'on, on va dire, un peu malmené cette fameuse famille du Kentucky, qui était dans sa maison enfermée, donc qui rapporte avoir tiré sur ces êtres, etc. C'est vrai qu'on n'a jamais vraiment eu de cas similaires qui se sont reproduits. On a du moins, sauf... ça n'a pas été porté à ma connaissance, des observations de ce type d'être. Et après, on pourrait aussi soulever ces apparitions de type les bonhommes Michelin. Vous savez, voilà, il y a tout on va dire, un panthéon de créatures, d'ailleurs, dont Harry Zurker mentionne dans son très fameux ouvrage Les apparitions humanoïdes, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une généralité autour des rencontres rapprochées qui tourne principalement sur plusieurs types d'êtres, d'entités. On a le gris, on a le type insectoïde, menthe religieuse, on a le type reptilien, on a le type grand blond nordique, etc. Mais c'est vrai qu'on reste toujours dans ces quatre profils, on va dire, de description d'êtres exogènes rapportés par des expérienceurs. Donc, c'est intéressant ce que vous dites parce que avant la science-fiction, avant la réalité, du moins qu'elle s'ancre profondément en nous, il y avait des références littéraires et culturelles qui anticipaient finalement ça. Alors comment on peut l'expliquer ça, Bertrand, par exemple ? Quelle hypothèse on peut soulever ? Parce qu'on n'est pas là pour non plus donner des réponses, on ne les a pas. Les réponses, on ne les tient pas, mais on peut effectivement proposer des hypothèses. Alors, si vous voulez, il y a, on pourrait dire en suspension, un énorme réservoir imaginaire dans lequel il y a un certain nombre de types qui ont été créés. Alors, les petits gris, on les trouve dans la science-fiction, les grands blonds, on les trouve aussi. Tout cela n'est pas nouveau pour un amateur de science-fiction. Mais il se trouve que ça interagit avec la culture du moment, avec les acteurs. Et il suffit que, prenons un exemple, Bud Hopkins, qui a lancé les fameux Missing Time. Eh bien, c'est avec lui que les Greys apparaissent. C'est-à-dire que
il suffit, par exemple, à mon avis, qu'un acteur, un expérienceur, comme vous dites, ou moi, de mon temps, on parlait les abductees, les enlevés, quoi, en On peut anglais. parler des ravis, comme Oui, Marie-Thérèse. et j'ai aussi parlé des ravis, oui. Oui. Eh bien, il suffit qu'un témoin, plus exactement un enlevé, un ravi, voit ce type de personnage apparaître, par exemple, dans une régression hypnotique, et ensuite, il va y avoir une sorte de milieu qui va se créer avec ces personnages, vous voyez. Moi, je me souviens d'être allé à un congrès sur les ovnis qui s'était passé dans le Wyoming avec Léo Sprinkle. Et Léo Sprinkle, lui, était comment dire, un philosophe théardien qui avait une vision non pas diabolique des ovnis, mais plutôt une vision extrêmement, comment dire, sympathique. Pour eux, c'était des êtres bienfaisants qui venaient nous visiter pour nous améliorer, etc. Et donc, lui, c'était des benevolent aliens, vous voyez. Et pour Bud Hopkins, autour de lui, il y avait plutôt un monde de malevolent aliens. Voilà. Donc, il y a, si vous voulez, à partir de ce répertoire imaginaire, il se crée à partir des innovations des acteurs, il se crée des modes, des moments, des figures. Des tendances plutôt, oui. Tendances, voilà. Mais si vous voulez, les matériaux qu'on voit surgir dans ces récits ne sont pas, pour un amateur de science-fiction, ils ne sont pas particulièrement nouveaux. Ce qui est par contre pour lui complètement nouveau, c'est qu'il voit ces récits s'incarner dans des expériences dont une partie reste complètement inexpliquée. Quelqu'un qui est en voiture, qui a un missing time, un trou dans le temps, qui va se réveiller plusieurs heures plus tard à des kilomètres de l'endroit où il se trouvait, avec des marques sur le corps. C'est ça qui étonne, vous voyez. Alors, ce qui est vraiment extraordinaire dans les enlèvements, c'est la fusion de ces deux éléments. Cet imaginaire qui est là en suspension, qui demande qu'à s'activer, et puis ces expériences qui vont permettre à une personne d'entrer dans cet imaginaire. Et après, alors, je pense que pas forcément, les circonstances locales qui vont faire que ça va être plutôt ceci que cela. Voyez. Oui. Alors, je tiens à apporter une nuance. Quand on parle d'imaginaire, on ne parle pas de fantasme, puisque, on va dire, beaucoup d'expérienceurs ont des répercussions physiques, physiologiques, on va dire, visibles des expériences qu'ils marques sur le corps, etc., j'imagine. Des marques sur le corps, et bien sûr, et on peut noter aussi, pour certains, des changements physiologiques ou l'apparition de certaines pathologies qui sont liées justement à une rencontre. Alors, je pourrais reprendre l'exemple dont on a abordé hier avec Paul Plumat de The UIP Show, que je salue au passage, où justement des études, des IRM avaient été faites sur le cerveau d'un grand nombre d'expérienceurs, et il y avait une corrélation au niveau d'un des lobes du cerveau où la partie liée à l'intuition était beaucoup plus développée. Donc, on avait une corrélation qui se produisait, et ça faisait partie aussi des transformations physiologique. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas une généralité, bien entendu, mais il y a quand même des choses qui se retrouvent chez les expérienceurs, sans qu'ils se connaissent, etc. Il y a, on va dire, une sorte de processus un peu répétitif, aussi dans ce que rapportent les expérienceurs. À une époque, pour certains, reculée, où on n'avait pas justement autant d'informations qu'on peut avoir aujourd'hui. Je parlerai notamment de Whitley Strieber, qui sera présent sur le congrès, donc qui rapporte et mentionne les expériences douloureuses et pénibles auxquelles il a été soumis contre son gré par ses visiteurs. Et puis, évidemment, le même type d'expérience qu'il a pu après retrouver dans les différents témoignages de personnes qu'il a côtoyées, voilà, et même aux séances d'hypnorégression dont il a assisté aux côtés de Bud Hopkins. Donc, il y a un schéma, on va dire, répétitif qui, quelque part, implique une réalité du phénomène. Donc voilà, je préfère apporter la nuance, parce que quand on parle de fantaisie, je ne sais plus le terme exact, on est dans une forme de réalité, de manifestation de ce phénomène. Alors après, quoi qu'il en soit, je veux dire, par rapport à ce que vous dites, c'est vrai que on peut reconnaître l'évidence de la manifestation intrusive, justement, qui est inexplicable par nature dans la vie les expériences de ces témoins. Mais c'est vrai que l'origine de ce phénomène, pour l'instant, il ne peut pas être prouvé. On ne peut pas savoir vraiment à quoi on a affaire. Il y a quand même n'importe comment une intelligence, on va dire, derrière tout cela.
qui est derrière ces agissements et les actes de pénibilité aussi qui sont, on va dire, infligés aux témoins. Ça, on ne peut pas le négliger. Pour moi, ça reste très mystérieux encore, effectivement. J'ai été frappé. Alors, si vous voulez, il y a eu une phase, par exemple, où ces récits étaient tellement étranges dans les premiers temps, parce que les premiers enlèvements datent, en fait, on sait maintenant qu'il y en a eu dès les débuts du phénomène. Mais ils sont apparus dans la conscience collective, avec Antonio Villas-Boas, avec les Hill, beaucoup plus tard, vous voyez. Et il se trouve que les ufologues qui ont recensé les cas au début ne les ont pas publiés parce que ça leur paraissait tellement étrange qu'ils n'osent pas les publier. Ils se disaient, si on publie des trucs comme ça, c'est la fin des haricots, on va être ridiculisé, pris pour des fous. Donc, et c'est après coup qu'on s'aperçoit que les cas ont poussé un peu comme des champignons après la pluie, indépendamment les uns des autres, alors qu'il n'y avait absolument aucune connexion, aucune publication encore qui avait été faite. Ça, ce sont les phénomènes les plus mystérieux, je trouve. C'est l'émergence spontanée de ces phénomènes par des gens qui ne se connaissent pas. Eric Zurcher a montré la même chose avec ces fameux cas là qu'il étudie, où on voit des personnages enchâssés dans une espèce par exemple, de boule transparente, vous voyez, qui se donne comme en exhibition ce que j'ai moi appelé l'effet vitrine. Oui, tout à fait. Donc là, il y a quelque chose de très mystérieux dans le début du phénomène. Alors après, quand l'hypnose est intervenue massivement, parce qu'au début, les premiers cas n'étaient pas révélés sous hypnose. Par exemple, il y a eu un cas d'un pêcheur qui avait été enlevé, je ne me rappelle plus comment c'était, à Bébé-Douro, un Brésilien qui avait été enlevé alors qu'il était à la pêche. Eh bien, ce n'est pas l'hypnose qui a révélé l'histoire, c'est après coup que, si vous voulez, l'hypnose est apparue. Et donc, je dis ça parce que beaucoup d'ufologues plutôt critiques ont cherché à nier la spontanéité de ces récits en disant qu'ils avaient été induits sous hypnose. Alors, il faut être formel. Ce qui peut arriver aussi, on ne va pas se mentir. C'est sans doute arrivé très souvent. Mais ce qui est intéressant dans ces cas, c'est de chercher le commencement. Comment ça a commencé, comment ça a surgi. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et donc, ce qu'on voit quand on remonte au commencement, c'est que les premiers récits sont spontanés. C'est rien que ça, je trouve que c'est très mystérieux. Alors, il y a un autre sujet dont on a parlé en off tout à l'heure, dont on reviendra sur le congrès, mais je ne veux pas trop en dire non plus. Mais ça m'a fait quand même assez tiquer. Dans les études et les recherches que vous avez menées, vous m'avez signalé que déjà, à une certaine époque, alors au Moyen-Âge, cette fois, si je ne dis pas de bêtises, on avait retrouvé des corps étrangers, donc ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler des implants, dans le corps de personnes à qui on attribuait des cas de possession. Ça n'est pas au Moyen-Âge. Si on lit les livres du Père Brune. Ça remonte à quand, ça, exactement? Les livres du Père Brune nous citent des cas qui sont contemporains. D'accord, ok. Il me semblait qu'on avait évoqué ensemble le Moyen-Âge. C'est pour ça que alors peut-être au Moyen-Âge, mais restons dans notre époque. Oui, c'est ça. Tout à fait, on est d'accord. Le Père Brune cite des cas de possession diabolique où les personnes ont les corps farcis d'objets. Alors, est-ce qu'elles ont dans un état de transe, est-ce que ce sont elles-mêmes qui se sont mutilées parce que c'est une hypothèse, vous voyez? Oui, bien sûr. Oui. Toujours est-il que chez certaines personnes, on a retrouvé des tas d'objets et on ne comprend pas comment ils sont arrivés dans leur corps. C'est un fait. Mais la question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'on avait réellement affaire à des… Alors moi, je n'ai pas lu les ouvrages du Père Brune, pardonnez-moi. Tous les personnes qui suivent ce live, c'est très difficile de lire tous les ouvrages aussi qui existent sur le sujet. Mais, dans le cas du Père Brune, par exemple, sur des cas de possession, est-ce qu'on avait réellement affaire à des cas de possession ou est-ce que l'Église a tout de suite attribué les récits de ces soi-disant possédés à des cas de possession, alors qu'en fait, on avait peut-être affaire à des personnes qui rapportaient avoir vu des êtres ou avoir été en contact dans leur environnement naturel d'êtres non humains ou qui ne ressemblent pas à des êtres humains, etc. Et tout de suite, on a dit, bon, bah, lui est possédé, etc. Donc, qu'est-ce qu'on entend derrière possession? Est-ce que ce n'est pas une étiquette un peu rapide que l'Église s'est permis de mettre? Parce que vous savez, aujourd'hui,
aujourd'hui, quand une personne est un peu, on va dire, zinzin, on va dire, bon, bah, elle est hors sol, elle a un problème, un pet au casque, et bon, bah, peut-être qu'à l'époque, on prenait comme référence en disant, bon, bah, lui, il raconte n'importe quoi, il est possédé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que le cas de possession, c'est pas on va dire, un effet de style, voilà, juste une étiquette, alors qu'en réalité, on avait affaire peut-être, je dis bien peut-être, à des vrais expérienceurs qui avaient peut-être déjà des contacts rapprochés. Après, vous l'avez dit, il y a l'hypothèse du corps qu'on se met, les gens sont possédés, donc ils s'infligent des mutilations, mais bon, quelle était surtout la nature de ces corps étrangers qui ont été retrouvés dans leur organisme? Donc ça, c'est aussi intéressant de savoir. Pour répondre à votre question là Ouais. sur le problème de savoir si c'est comment dire, une fabrication en quelque sorte de l'Église, par exemple. Hein. Oui, voilà. Ouais. J'ai mon deuxième livre sur les ovnis que j'ai appelé tout simplement Science-fiction et Soucoupe volante et folklore, traite principalement des enlèvements. Et j'ai étudié, si vous voulez, la genèse de ces récits dans l'imaginaire. J'ai étudié les différents types de matériaux qu'on voit apparaître, etc. Et la manière avec laquelle ça se manifeste. Et assez vite, il m'est venu une comparaison à l'esprit. Il se trouve que j'allais travailler à la Bibliothèque nationale. Et là, j'ai rencontré un groupe de folkloristes, et notamment un des plus brillants folkloristes français qui s'appelle Michel Meurger, qui était à l'époque en train de travailler sur les récits d'enlèvement de sorcières au sabbat par le diable, par un animal fantastique envoyé par le diable. Et donc, j'ai très influencé à l'époque par Meurger, et je me suis demandé si on ne pouvait pas expliquer, si vous voulez, de cette manière, si l'analogie qu'on trouve entre la principale analogie qu'on peut trouver pour éclairer les phénomènes de vagues d'enlèvement par les ovnis, c'est les vagues de possession, d'enlèvement diabolique qui ont eu lieu à la Renaissance, au XVIe siècle. Et la question était de savoir si c'était l'Église qui avait, créé en quelque sorte ces phénomènes en accusant les sorcières de choses qu'elles n'avaient pas vues, vous voyez. Vous savez que les sorcières, vous savez comment ça se passait. Une femme était repérée comme sorcière, on venait de l'arrêter, elle était torturée et elle devait avouer qu'elle avait eu un contact avec le malin. Parfois, c'était une dénonciation. Et si elle avouait souvent sous la torture. Bah oui. Bon. Donc, l'opinion s'était répandue chez les gens qui ont étudié ça. Je pense à, par exemple, Muchenblé, un nom qui me revient à l'esprit. L'opinion s'était répandue que c'était des phénomènes qui avaient été induits, en quelque sorte, par l'Inquisition, vous voyez. Il n'y avait pas aucune spontanéité, etc., etc. Et donc, j'ai essayé de développer ce thème dans mon livre. Mais à l'époque, si vous voulez, j'étais trop novice sur cette question. C'est immensément compliqué et technique. C'est toute une masse de choses à découvrir, à apprendre, à maîtriser. Et je n'étais pas à l'époque capable de le faire. Et donc, beaucoup plus tard, il y a 2 ans, pendant le Covid, j'ai publié un livre sur les enlèvements. En fait, c'était une série d'articles que j'avais fait dans des revues universitaires pour présenter la question, disons, au monde universitaire. Donc, en employant le langage et les références des universitaires. Bon. Et l'idée m'est venue, quand j'ai publié cet article, de leur donner le titre « La postérité du sabbat », mais avec un point d'interrogation. Vous comprenez? C'est-à-dire, je pose la question, est-ce que c'est le même mécanisme? Vous me suivez? Oui. Et en fait, la conclusion, j'ai fait une introduction qui essaie de répondre à la question que vous me posez, et la conclusion que j'en ai tirée, c'est que à l'origine, pour ce qui est des ovnis, on sait, parce que le parallèle qu'on peut faire, c'est de même que les témoignages d'enlèvement au sabbat des sorcières ont été arrachés sous la torture, de même les récits d'hypnose,
les récits d'enlèvement sous Kupic ont été produits par l'hypnose. Tout à fait. C'est moins douloureux, mais c'est aussi une intrusion dans l'esprit des gens. Bon. La conclusion à laquelle je suis parvenu, c'est qu'il y a certainement beaucoup de cas qui ont été produits par l'hypnose quand la mode de l'hypnose s'est répandue aux États-Unis, à partir de Bud Hopkins. On parlerait de confabulation. Les premiers cas ont été produits sans hypnose. Ouais. Et donc, je ne vois pas pourquoi, au XVIe siècle, il n'y aurait pas eu une genèse spontanée de ces récits. Vous comprenez ? J'évite, je n'accepte pas l'idée mécanique qu'on peut expliquer ça d'une manière mécanique par la torture au XVIe ou par l'hypnose au XXe siècle. Okay. Donc, ça reste très mystérieux de par son origine spontanée. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Je crois qu'on a fait un peu un gros teasing et on a fait le tour un peu de ce qui nous attend sur le congrès, Bertrand. Donc, je vais voilà, vous laisser pour ce soir et on va vous retrouver avec grand plaisir donc, le 28 et 29 juin, notamment le 29 juin pour votre intervention qui sera le dimanche, je précise, à 13h40. 29 juin, voilà, le 29 juin, qui reviendra bien un peu en détail sur les sujets dont on a abordé ce soir et succinctement les grandes lignes. Donc, merci encore, en tous les cas, d'avoir été présent sur ce direct et de nous faire le plaisir de participer, de nous rejoindre sur le congrès cet été. Donc, je vous souhaite une excellente soirée, Bertrand, et je vous dis à très vite. Merci beaucoup. À bientôt. Bonsoir. À bientôt. Au revoir. Bonsoir.